Moi, souhaite nous en forme, moi, salut Gilles, moi, salut Ferniel, moi, salut nous toutes net qui connectent ensemble avec nous. Et bonjour Cindy Larose, merci pour la présentation là, honneur aux hommes. Alors, moi, c'est Esther Grégoire, donc je suis avocate stagiaire dans Barreau Port-au-Prince. Moi, fait une spécialisation en droit de l'homme, droit des libertés spécifiquement à l'Université Grenoble en France, et une spécialisation en droit des affaires à l'Université Sorbonne. Et donc, principalement, moi, vraiment intervenu sur des sujets de droit de la femme et droit des enfants, spécifiquement. OK. C'est bien, parfait, parfait pour la présentation. Et maintenant, on avance. Maître Féniel, vous nous suivez, Maître Féniel? Maître Féniel, vous êtes là? Il me semble qu'il y a un petit problème au niveau de communication. Ferniel, il est là, mais son micro n'est pas Il est activé. là, Donc, il est si là. quelqu'un veut lui envoyer un message. Ah oui, ok, bon, il est là. Bon. Et Sandy envoie un petit message à Maître Féniel, s'il vous plaît. Et ensuite, mesdames, messieurs, nous avons l'honneur de saluer. Nous avons Leslie Succès qui est avec nous. Nous saluons également Oui, Maître allô? Est-ce que vous Pierre. entendez là? Ok, Maître Féniel, d'accord, Est-ce que vous d'accord. entendez là? Oui, 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 oui. Je Oui, vous reçois Ferniel, c'est Bon, super, c'est maintenant. parfait. Vous vous présentez maintenant. ok, ok, merci. Et bon, moi, c'est Ferniel Michel, donc moi, c'est avocat et barreau du Port-au-Prince. Moi, j'ai une licence en anthropologie et sociologie que je fais à la faculté d'ethnologie. Moi également j'ai une licence en droit, en sciences juridiques. Moi, j'ai un master 2 en droit international et européen de droit fondamental. Donc, et puis bon, j'enseigne également la matière des droits humains à l'université. Donc, son plaisir pour moi, là ensemble avec nous dans le cadre activité ça et après-midi là. Parfait. Merci, Maître Féniel. Le temps de saluer Didier Pierre, qui est avec nous, Emmanuel Saint-Phar, qui est avec nous, et ensuite Gilles. Et nous avons Jean-Roud Exantus et Joderson Cadet, qui est avec nous. Et ensuite, nous avons Mivka, Mivka Noël, et nous avons également Evans Laguerre. Bon, maintenant, on démarre avec le sujet. C'était Senzi qui était en train de parler autour de l'historicité des droits humains. Senzi, c'était ça, pas vrai, au début. Alors, Senzi? Et mesdames, messieurs, nous avons deux langues. Deux langues. Nous pouvons parler français et créole. Comme nous sommes tous chez nous, nous sommes des Haïtiens, nous n'avons aucun problème de parler français, de parler créole, ok, au cours de la conférence que nous sommes en train de vous présenter, mesdames, messieurs. Et vous qui nous suivez également sur les ondes de la radio Explosion, vous avez également participé en direct et vous suivez avec énergie et essayez de noter de quelque part les questions que vous avez à poser à nos intervenants. Nous avons Maître Esther Grégoire et Maître Péniel qui sont avec nous et également Cindy, notre ami. Oui, maintenant, le débat est ouvert. Maintenant, c'est à vous, mesdames, messieurs, n'en rappelez pas. Et Cindy, c'est toi, Cindy, qui a commencé pour nous dans l'historicité des droits humains. Alors, Cindy? Il me semble que Fendi n'est pas au point. Maintenant, on pourrait commencer avec Maître Esther ou Maître Féniel. OK? Allô? Oui, je suis là. Donc, Ferniel, il semble qu'il a des soucis de connexion. Donc, du coup, je vais me lancer. Alors, notre sujet de ce soir, c'est liberté, sécurité et justice pour tous. Il y a également Alors, dignité, liberté, justice, sécurité pour tous. Oui. alors, déjà, là, si on veut, en matière des droits de l'homme, la dignité, je pense qu'en fait, c'est le but poursuivi par toutes les conventions internationales. Donc, Parfait. c'est la recherche de la dignité humaine.
Et donc, que ce soit une convention sur les droits des femmes qui vise à protéger les femmes, que ce soit une convention pour les enfants, ou que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme ratifiée par Haïti et donc adoptée 10 décembre 1948 qui nous réunit ce soir. Donc, c'est la recherche, le but ultime, l'idéal poursuivi, c'est la recherche de la dignité humaine. En fait, c'est la condition où l'homme, la femme ou les enfants vivent dans des conditions humaines qui soient acceptables, donc qui ne soient pas soumises à des conditions de torture ou des conditions de vie inhumaines et dégradantes. Donc, c'est le but ultime de tous les combats en matière des droits de l'homme, ou quel que soit le groupe visé, que ce soit les détenus, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Alors, en rapport avec la liberté et la sécurité, moi, je partirais de l'hypothèse qu'en fait, on ne peut pas jouir des libertés sans la sécurité. Et inversement, la sécurité limite nos libertés. Et donc, on a exactement le cas en Haïti où justement, donc, presque toutes nos libertés fondamentales, elles sont mises en péril parce que justement, on a des soucis de sécurité. Si on prend par exemple la liberté la plus classique de base, la liberté d'aller et de venir et de sortir. Donc, on ne peut pas sortir quand on veut, à l'heure que l'on veut en Haïti parce que justement, on a ces soucis de sécurité. Et aussi, pareillement, on peut se trouver dans des situations où nos libertés, parce qu'on veut établir la sécurité, on va restreindre nos libertés. Par exemple, dans d'autres pays, il y a des soucis de terrorisme et donc il y a des restrictions de liberté qui sont mises, par exemple, dans des questions de rassemblement parce qu'on se dit s'il y a 300 000 personnes qui sont là en cas d'attaque terroriste, c'est un peu compliqué. Donc, on va restreindre les libertés pour des questions de sécurité et pareillement, lorsqu'il n'y a pas de sécurité, nos libertés se trouvent directement à être restreintes. Et ce qui fait qu'en matière de justice, en fait, la justice, c'est ce qui va finalement permettre lorsque nos libertés elles sont violées ou lorsqu'elles ne sont pas respectées, soit par l'État, soit par une personne privée, par exemple en cas de troubles de voisinage avec un voisin, c'est la justice qui va venir arbitrer entre la sécurité et la liberté, par exemple. C'est la justice qui va venir dire que l'État, ces mesures-là, certes, c'est nécessaire dans une société démocratique, mais l'État n'est pas obligé d'aller jusque-là. L'État n'est pas autorisé à restreindre autant de libertés. On a eu, par exemple, le cas en période de COVID. Donc, on nous dit, voilà, on peut aller sur tel mètre ou telle quantité de distance, sauf que l'État, il va dire, et la justice va intervenir de ce côté-là. Pareil aussi, si, par exemple, on a notre droit à la vie qui est contrainte, et donc, c'est la justice qui va venir dire que cette personne qui a privé quelqu'un de son droit à la vie, voilà ce qu'il mérite pour cette action qu'il a fait. Donc, on raconte qu'en fait, il y a une interconnexion entre la liberté, la justice et la dignité qui est finalement le but poursuivi. Ce qui fait qu'en fait, lorsqu'en Haïti, on a des soucis de sécurité, comme on le sait tous, avec tout ce qui est les problématiques des gangs, tout ce qui est aussi le dysfonctionnement de la justice, et bien finalement, en fait, on se retrouve dans une situation où on ne peut pas profiter même à minimum de nos libertés. Et ce qui fait donc aussi pratiquement l'ensemble de nos droits de l'homme. Donc, par exemple, si on prend pour les écoliers, le droit d'avoir accès à une éducation qui soit conforme aux standards internationaux, donc le droit d'aller à l'école à des périodes régulières, de pouvoir se projeter, par exemple, pour ceux qui sont à l'université, c'est des droits qui sont compromis. Donc, un enfant qui rentre à l'université en Haïti cette année, il ne peut pas dire dans 2 ans, c'est fini. Donc, parce qu'on peut avoir des situations de blocage, comme on a eu le Pays LOC, qui fait qu'on rentre à l'université pour 2 ans, finalement, on se retrouve à faire 4 ans. Pareil aussi, un enfant, en septembre, il n'est pas sûr qu'il va pouvoir aller à l'école. Bah, ça peut arriver que la rentrée, c'est en novembre, ou c'est ouvert, c'est refermé, parce que justement, on n'a pas cette capacité de pouvoir garantir les libertés. Et le rôle de l'État, c'est non seulement de protéger les libertés, donc de ne pas les restreindre arbitrairement, mais aussi c'est pouvoir garantir ces libertés-là. Et donc, c'est les pouvoirs publics, à travers des politiques publiques, qui vont pouvoir garantir ces libertés. Et quand la justice ne fonctionne pas et que l'État n'est pas en mesure de garantir les libertés, ben, ce qui arrive, c'est que on vit dans la corrélation logique, c'est qu'en fait, on se trouve dans des situations où on ne peut pas vivre dans la dignité. Donc, le fait, par exemple, qu'il y a l'insécurité en Haïti, on se trouve dans la situation où les gens sont obligés de partir de chez eux, d'aller habiter dans des endroits où il ne faut pas. Par exemple, moi, dans le cadre des recherches que j'ai fait pour cette conférence, on constate qu'il y a des gens qui sont chassés de Carrefour-Feuille et regrettablement qui éluent domicile au cimetière de Port-au-Prince. Ah oui, on est d'accord que normalement, la cohabitation entre nos chers compatriotes vivants et nos morts que nous aimons beaucoup, donc on va sur leur tombe peut-être tous les 1er novembre,
On n'est pas censé cohabiter avec eux. Et donc, ce qui fait, on a des femmes qui se lavent en pleine rue, au vu de tout le monde, qui dorment dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et donc, toute la problématique, c'est toute la problématique de la dignité humaine. Donc, on peut se dire, comment quelqu'un qui est contraint de lécher ses ailes, qui vit dans un cimetière, peut vivre dans la dignité? Donc, c'est ce qui fait comprendre qu'en fait, les droits de l'homme, c'est un tout. D'ailleurs, c'est l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme, c'est le principe de l'indivisibilité. On ne peut pas choisir de respecter tel droit de l'homme et d'en violer une autre. Donc, tous les droits de l'homme, ils sont interdépendants. Donc, lorsqu'on viole un droit de l'homme, on se trouve qu'on peut en violer d'autres. Et ils sont indivisibles, on ne peut pas choisir quel droit on va respecter. Yeah. Qui fait que, voilà, il y a cette interconnexion, cette interdépendance et cette indivisibilité qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, en raison de l'insécurité, l'impérieuse obligation que l'État s'est donnée dans la Constitution de 87 de garantir et protéger la dignité humaine, elle n'est pas aujourd'hui respectée. Je vais faire un petit pause, laisser le temps aux autres de parler, c'est tout que je parle assez vite. S'il y en a d'autres qui veulent intervenir ou s'il y a des questions, et on reviendra pour d'autres points. Je ne sais pas si j'ai été entendu et tout, si c'est bon. Allô? Oui, allô? Est-ce que vous me recevez? Vous avez terminé, Maître Esther. Est-ce que Maître Esther, oui, je passe la parole à Ferniel, donc on interviendra à tour de rôle pour des questions ou pour des compléments d'information. Parfait, très bien. Oui, Ferniel, nous vous écoutons. Ok, merci. J'apprécie énormément l'intervention de Maître Grégoire. C'est une ancienne collègue. Donc, je suis tout à fait d'accord avec elle dans la mesure où il y a une relation extrêmement importante, une interdépendance entre ces trois notions, à savoir la notion de dignité, la notion de liberté et la notion de justice. Parce qu'il faut dire que, donc, comme ça vient d'être souligné tout à l'heure, toute l'architecture des droits humains repose sur la notion de dignité. D'ailleurs, il faut dire que après la Seconde Guerre mondiale, où il y a énormément d'exactions qui ont été commises, donc on sait les États, bien évidemment, se sont donnés comme objectif de doter, d'assurer la sécurité, donc le maintien d'ordre, la sécurité et le maintien de la paix dans le monde en vue de favoriser un climat plus ou moins sûr où les droits humains pourront être respectés. C'est la raison pour laquelle on avait donc créé les Nations Unies en juin 1945, dont l'une des missions est de promouvoir et de protéger les droits humains. Donc, tout ça, c'est juste pour faire ressortir l'importance de la dignité humaine. Et toutes les conventions internationales, tous les instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés ultérieurement, vont prendre en compte la question de la dignité humaine. Il y a aussi la question de liberté. Donc, la liberté même, la jeunesse des droits de l'homme repose sur la question de liberté. D'ailleurs, donc, il y a une certaine, donc, surtout si l'on se réfère dans une perspective individualiste, donc on opposait donc, la liberté de l'individu par rapport à la collectivité. Donc, il était question de l'autonomie individuelle. Donc, tous les droits, tout le paradigme des droits humains donc s'articulait autour de cette question, la question de la liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle cette question de liberté, que ce soit liberté individuelle, donc le droit de ne pas être privé de sa liberté de façon arbitraire, les autres libertés, liberté de conscience, de religion et autres, donc font partie des différents instruments juridiques internationaux qui ont été adoptés. Maintenant, pour la question de la justice, c'est extrêmement important d'ailleurs. On ne peut pas parler de les droits de l'homme étant proclamés, donc on ne peut pas parler de leur effectivité sans bien évidemment penser à garantir la protection de ces droits. Donc, d'où l'importance de la justice dans une dynamique de garantir l'effectivité de ces droits humains. D'ailleurs, c'est rappelé par les différents instruments juridiques internationaux, également par la jurisprudence de la Cour européenne surtout, où l'on parle de la justice comme étant le garant en matière de droits humains. Dans une société démocratique, donc les juges, les autorités judiciaires constituent donc un rempart
contre l'arbitraire, un rempart contre les exactions dont l'individu peut être l'objet. Autrement dit, donc, la justice est là pour protéger l'individu, donc pour protéger les droits de l'homme, indépendamment de l'auteur de de ces violations de droits humains, qu'il soit donc de l'État, qu'il soit des particuliers d'ailleurs. Donc, il y a un élément très important à souligner, c'est que dans le temps, il y a une relation verticale en matière de droits humains, donc, qui opposait l'État et les individus. Donc, il n'y a pas que cela, donc il y a aussi la question de l'horizontalisation des droits humains. Donc, la question des droits humains donc, intervient dans les relations interindividuelles. C'est-à-dire, si un individu, un particulier, donc, décide de pratiquer des tortures vis-à-vis d'un individu, donc l'État est tenu, bien évidemment, de protéger, la justice est tenue de protéger, d'où l'importance de ce qu'on appelle du droit à un recours effectif. Donc, le droit à un recours effectif, c'est un droit procédural, pas substantiel, c'est un droit procédural qui vise à protéger l'individu contre les violations de droits humains. D'ailleurs, pour parler de cette question de relation entre ces trois notions, donc, il y a la définition donc, des droits humains qui a été proposée par le professeur Frédéric Sud. Donc, permettez que je partage avec vous cette définition du professeur Frédéric Sud qui fait ressortir ces trois notions importantes dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, pour le professeur Frédéric Sud, les droits de l'homme s'entendent comme les droits et facultés assurant la liberté et la dignité de la personne humaine et bénéficiant de garanties institutionnelles. Donc, les trois éléments, à savoir la notion de liberté, la notion de justice, la notion de dignité, font partie sur des éléments importants, essentiels du paradigme des droits humains. Donc, on ne peut pas parler de droits humains ou bien de droits de l'homme sans faire référence, mais sans avoir à l'esprit ces trois notions fondamentales, essentielles sur lesquelles repose tout le paradigme des droits humains. Et il y a un élément très important, donc je vois que dans le chat, il y a une question qui a été posée. Pour que ces trois notions soient effectives dans une perspective de protection des droits humains, il faut bien évidemment l'existence d'un état de droit. Donc l'état de droit, donc c'est un élément fondamental. D'ailleurs, si l'on prend la notion de l'état de droit dans une perspective bien évidemment substantielle, donc l'objectif de l'état de droit, c'est d'assurer la protection des droits humains. Donc de faire en sorte que les individus puissent jouir effectivement de tous les droits donc, qui leur sont reconnus. Bien évidemment, en tenant compte de la notion d'indivisibilité qui vient d'être citée par ma consoeur. Donc, c'est extrêmement important. Donc, la question de la relation entre justice, dignité, justice et liberté, c'est fondamental en matière de droits humains. Donc, on ne peut pas parler de droits humains sans faire référence à ces trois notions, sans inclure ces trois notions. D'ailleurs, si vous me permettez, donc je me permets de parler un petit peu de ce qu'on appelle les droits intangibles. Donc, les droits intangibles, par exemple, le droit de ne pas être torturé, le droit à la vie, le droit de ne pas être réduit en esclavage. Donc, généralement, il y a 4 droits donc, qui sont généralement reconnus par les différents instruments. Donc, maintenant, pourquoi donc pourquoi parle-t-on de droits intangibles? Donc, d'abord, il faut dire que les droits intangibles, ce sont des droits auxquels l'État ne peut pas déroger, quelles que soient les circonstances. Contrairement aux autres droits donc, auxquels l'État peut déroger ou bien des droits que l'État peut suspendre, ce qu'on appelle les droits conditionnels. Maintenant, pour les droits intangibles, qui font partie de ce qu'on appelle le noyau dur des droits de l'homme, donc à aucun moment de la durée, en aucune circonstance, l'État ne peut y déroger. Maintenant, pourquoi donc on a élaboré ou bien on a choisi un ensemble de droits donc, qui ont ce statut d'intangibilité. C'est juste pour assurer la protection de la dignité humaine, de la liberté humaine, de la liberté de l'individu. Excusez-moi. Donc, c'est extrêmement important. Donc, la notion de dignité humaine, c'est une notion fondamentale, essentielle dans le paradigme des droits humains. D'ailleurs, toute la jeunesse des droits humains, les combats qui ont été menés l'ont été dans une perspective de protéger la dignité humaine, de protéger la liberté, la liberté, parce que là, il y a plusieurs libertés. Il y a la liberté individuelle, il y a, généralement, en droit de l'homme, on parle des libertés fondamentales. En France, on parlait dans le temps de liberté publique, mais
les libertés de comportent, il y a la liberté individuelle, il y a la liberté de circuler, il y a la liberté de conscience et de religion, il y a la liberté d'association. Bref, donc c'est extrêmement important donc, ces notions de liberté, de justice, de dignité dans le paradigme des droits humains ici en Haïti. Bon, pas seulement en Haïti, bien évidemment, à travers le monde. Donc, on ne peut pas parler de droits humains donc, sans avoir à l'esprit ces trois éléments essentiels qui sont intimement liés. Donc là, je m'arrête un petit peu donc pour permettre aux autres intervenants d'intervenir. Et moi, donc, à n'importe quel moment, donc, je pourrais donc reprendre. Parfait, parfait. Merci, Maître Daniel. Maintenant, je ne sais pas si Sandy veut dire quelque chose. Sandy? Aujourd'hui, s'il y a d'autres personnes qui sont sur le forum, en fait, qui sont en train de suivre cette conférence très spéciale sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait, vous êtes très, très libre ouais, d'intervenir. Oui, allô? Maître Dorgil? Oui, oui, je suis là, je suis là. Oui, je suis là. Oui, il y a une question, donc, il y a une question qu'on a posée sur le chat, dans le chat. Ouais, je donc, suis en train de regarder ça là. est-ce Oui, que oui. vous me permettez d'y répondre? Oui, oui. Parce que la question, c'est quel rapport qui existait en droit de l'homme à l'état de droit. Oui, vous pouvez répondre, c'est bien. OK, merci de me donner donc l'opportunité, l'occasion de répondre à cette excellente question. On ne peut pas parler de droits humains en dehors d'un état de droit. Et on ne peut pas parler d'état de droit sans droits humains. Donc, les droits humains, donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, les droits humains donc, sont un élément essentiel de la notion d'état de droit. D'ailleurs, la notion d'état de droit, donc suivant Chevalier, Jacques Chevalier, bien évidemment, il y a trois grands aspects. Il y a l'aspect instrumental, il y a l'aspect, bien évidemment, formel et l'aspect substantiel. Donc, moi, je veux aborder, donc je veux voir la question des droits humains dans l'aspect substantiel. Okay. L'un des éléments fondamentaux de l'état de droit ou bien de l'existence de l'état de droit, c'est que c'est le respect et la garantie des droits humains. Donc, la question des droits de l'homme est au cœur même de l'état de droit. Et on ne peut pas parler du respect des droits humains en dehors d'un état de droit. Donc, si un état n'est pas un état de droit, donc, c'est un état dans lequel, bien évidemment, les droits humains donc, seront systématiquement violés. Il y a une autre notion peut-être à laquelle on peut faire appel pour parler de cette question, c'est la notion de démocratie. Donc, la relation entre démocratie, état de droit et droits de l'homme, c'est une relation, je peux dire, sur des notions qui sont interdépendantes. Donc, la question des droits, les droits humains, la démocratie et l'état de droit donc, sont interdépendants. L'un ne peut exister sans l'autre. D'où l'importance, d'ailleurs, si vous allez dans le préambule dans les préambules des instruments juridiques internationaux ou régionaux, on a bien évidemment pris le soin de préciser cette relation. Donc, et d'ailleurs, donc j'aime le dire, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle toujours la question de l'existence des droits humains dans une société démocratique. Donc, sans une société démocratique, on ne peut pas parler du respect et de l'effectivité des droits humains. Donc, c'est essentiel. Donc, il y a un rapport extrêmement serré entre la question des droits humains et celle de l'état de droit. Oui, c'est bien. En fait, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que l'assistant qui a posé la question est satisfait? Et s'il y a d'autres questions, aucun problème, on peut toujours poser des questions. En fait, c'est avec les questions qu'on va bien préparer la nourriture ce soir. OK. Maître Esther, je ne sais pas si vous avez des ajouts. Hein? Ouais, je comprends. La réponse de Fernel, elle est excellente. C'est ce que je dirais. J'ajouterais tout simplement que, par exemple, en fait, l'histoire a montré dans les États où il n'y a pas l'état de droit, parce que l'état de droit, c'est l'état où les autorités étatiques, les gouvernements, que tu sois ministre,
directeur général, président, premier ministre, on est soumis au droit et à la loi. Et donc, c'est la garantie de protéger, de respecter les droits de l'homme et aussi de pouvoir réprimer quiconque aurait violé un droit de l'homme. Et donc, par exemple, si on prend des situations, par exemple, en matière de répression pénale, lorsqu'on, par exemple, dans un État qui n'est pas un État de droit, dans une dictature, par exemple, c'est très rare qu'il y ait la liberté d'expression. Je dirais que ce n'est pas quelque chose qui va avec. Alors que la liberté d'expression, c'est un des piliers des droits de l'homme. Bien. Et on aurait des situations, par exemple, où quelqu'un qui exprimerait une idée contraire à l'idée populaire en vigueur dans un pays quelconque, ou l'idée qui irait dans le sens du gouvernement pourrait se voir privé de sa liberté, donc d'aller en prison, parce que justement, il ne va pas dans le sens du gouvernement. Donc, un État où les autorités étatiques, les gouvernements ne sont pas soumis aux droits et à la loi et ne respectent pas les droits, ce n'est pas un État où on peut dire que les droits de l'homme peuvent s'émerger, progresser et développer. Et donc, un État qui ne respecte pas le droit et la loi, donc qui n'est pas soumis au droit, donc ce n'est pas un État de droit, ce n'est pas un État qui va protéger, promouvoir et garantir les droits de l'homme. Donc, c'est comme l'a dit M. Fanel, il ne peut pas exister et il ne peut pas avoir un respect effectif des droits de l'homme dans un État qui ne soit pas un État de droit. D'ailleurs, c'est la condition de base, en fait. Lorsqu'on doit ratifier certaines conventions, par exemple la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ou par exemple la Convention contre l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes, la base, en fait, lorsqu'on doit, par exemple, intégrer les Nations Unies, c'est que l'on soit un État de droit. Parce qu'on sait que si l'on n'est pas un État de droit, on ne sera pas en capacité de pouvoir respecter les droits de l'homme, les garantir et les protéger. Pareil, par exemple, si on veut intégrer l'Union européenne, l'Union européenne va imposer tout un ensemble de conditions et donc, justement, le fait que l'État soit un État de droit, donc qui garantit et promeut les droits de l'homme pour pouvoir intégrer l'Union européenne. Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est justement, en fait, il faut la base. Donc, dans un État qui n'est pas un État de droit, on ne peut pas respecter les droits de l'homme. Et c'est pour cela, aujourd'hui, la question, elle a été posée par le Bureau des droits de l'homme il y a 2 ans. On se demande, est-ce que Haïti est un État de droit? Dans la mesure où, aujourd'hui, les droits de l'homme les plus basiques et les plus fondamentaux sont violés en Haïti. Oui, alors c'est bien. Maintenant, je demande à Cindy s'il a quelque chose à ajouter. Sinon, je demande également aux autres assistants, en fait, de bien formuler leurs questions. Alors, on a besoin de vos questions. C'est en vertu de vos questions qu'on pourrait bien arriver à une réussite sans pareil de cette conférence. Ah oui. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais regarder. Ok, il y a une question. Si tu permets, Gilles, je fais suite à la question de Exantus, donc un peu dans la continuité de ce que je disais. Je ne sais pas si tu permets que j'abonde. Ouais, juste Maître Esther, il y a une question. Maintenant, la question c'est, moi, passé, Haïti t'est fait face avec un pile action. Nous prenons, par exemple, phénomène Bois-Calais, qui ajoutait sous violation droit moun qui est en prison, est-ce qu'il a considéré Haïti comme un état de droit? Ça, c'est une autre question qui est basée directement sur l'état du droit. Comme vous avez... oui, Esther, vous avez donné la parole. Je ne sais pas si vous voulez répondre tout de suite à cette question, ou du moins, vous avez à ajouter certaines réponses sur Benso, petit problème au niveau du son de merci. Oui, Esther. Alors, en fait, si on veut, d'ailleurs, en fait, c'est un peu ce que je disais au tout début, donc je vais un peu continuer dans ce que je disais. En fait, on se pose aussi, aujourd'hui, la question, elle se pose, est-ce que Haïti est un État de droit? Maintenant, ce qu'on va dire, c'est quoi la définition d'un État de droit? Quels sont les critères pour qu'un État soit un État de droit? Donc, si Haïti remplit ces éléments-là, on va dire que Haïti, c'est un État de droit. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un État de droit? On avait dit, c'est un État où les pouvoirs politiques donc, respectent chacun, donc les gouvernants et gouvernés respectent la loi. C'est l'approche qui a été projetée. C'est un pays aussi où on a ce que Montesquieu appelle la séparation des pouvoirs. Donc,
où on a des pouvoirs politiques, donc le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. L'ensemble de ces trois pouvoirs sont indépendants. Donc, une séparation stricte des pouvoirs. En Haïti, la situation, elle est assez complexe. On ne peut pas se dire aujourd'hui Haïti est un état de droit ou elle ne l'est pas, parce que si on prend par exemple la constitution haïtienne, les pouvoirs politiques sont censés être indépendants. On a aussi une séparation des pouvoirs dans la constitution. On a également, Haïti a ratifié de nombreuses conventions internationales, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais est-ce que dans les faits, la situation actuelle aujourd'hui permet de dire que Haïti soit un état de droit? Déjà, prenons les pouvoirs publics. Est-ce que tous les pouvoirs publics existent aujourd'hui en Haïti déjà? Donc, on a un parlement qui est dysfonctionnel depuis, je crois, janvier 2020. Ah oui. On a une justice complètement boiteuse. Donc, c'est compliqué jusqu'à récemment d'aller au palais de justice. Donc, les gens, ils n'osent même pas porter plainte. Oui. On n'a pas de président depuis août, je crois, juillet 2021. Yeah. En fait, dans les faits, déjà, là, on se pose la question de l'existence de ces pouvoirs avant de parler de leur autonomie et de leur indépendance. Si on prend par exemple le mouvement Bois-Calais, en fait, le mouvement Bois-Calais, c'est une réponse désespérée, moi je l'appelle comme ça, d'une population complètement oppressée qui n'en peut plus, qui dit, bon, bah, au bout d'un moment, l'État ne réagit pas, nous sommes kidnappés, nous sommes tués, nous sommes violés au quotidien, il faut que nous, on réagisse. Donc, je dis que c'est un acte, une forme de quelqu'un qui sait, de toute façon, je vais mourir, de toute façon, je vais kidnapper, et qui dit qu'il faut une ultime action pour voir si sa situation, ça peut changer. On est dans ce cadre-là. Moi, je dirais que le mouvement Bois-Calais, c'est quelque chose de ponctuel, de factuel, de circonstanciel, qui ne peut pas rentrer dans la définition de Haïti. Est-ce que Haïti est un état de droit ou pas? Parce qu'en fait, c'est un mouvement d'insurrection, comme il y en a eu dans d'autres pays. Comme en France, il y en a eu des mouvements, par exemple, contre la réforme de la retraite, comme il y a eu les mouvements de Charlie Hebdo, etc. En fait, c'est des mouvements factuels et ponctuels face à une population opprimée et oppressée qui n'en peut plus. Donc, mais si je regarde sur le plan infrastructurel, par rapport au pouvoir public qui n'existe plus, on serait tenté de dire que dans les faits, aujourd'hui, non, Haïti ne serait pas un état de droit. Sauf qu'en même temps, bien que les institutions soient boiteuses et ne répondent pas aux besoins de la population en matière de services publics, ils sont prévus par la Constitution, ils existent. Il y aurait eu une élection, je ne sais pas, dans 2, 3 mois, etc., pour élire les députés, les sénateurs, on aurait ces institutions-là. Et donc, en fait, la question, en fait, en Haïti, elle est vraiment assez complexe. On ne peut pas dire aujourd'hui, Haïti n'est pas un état de droit. Moi, je ne me permettrai pas de le dire parce qu'on n'est quand même pas dans une situation de dictature, mais on est quand même face à un état, moi, je dirais ce qu'on appelle aujourd'hui un état failli, un état qui n'est pas capable de répondre aux besoins de sa population, un état qui n'est pas capable de fournir les services de base et un état qui ne répond pas aux principes de base en matière de droits administratifs, donc disponibilité, continuité des services publics, qui ne fournit pas ces bases-là. Haïti reste, selon la Constitution, selon les conventions qu'on a ratifiées dans les faits, sur le papier, moi je dirais un état de droit, mais dans les faits, vu qu'on n'a pas les pouvoirs publics, vu que ces pouvoirs sont dysfonctionnels et ne peuvent pas répondre aux besoins, en l'état actuel, Haïti, c'est un état failli et donc en tant que tel qui ne répond pas aux exigences réellement de l'état de droit, mais ça reste une démocratie jusqu'à preuve du contraire. Et ça reste aussi que dans une certaine mesure, si on a des hommes forts, comme on le prévoit, qui arrivent quand même à faire les choses au niveau de la justice, qui peut quand même poursuivre quiconque, que ce soit gouvernant ou gouverné, devant la justice. Donc, voilà. Je vois que Maître Fernel a levé la main, je lui passe la parole. Merci, Maître Grégoire. Donc, bon, dans la continuité de votre raisonnement, donc extrêmement intéressant, donc je me permets de dire que la question de l'état de droit, donc le concept d'état de droit, c'est un concept très important. Donc, il y a tout à l'heure, donc je viens d'en parler un petit peu. Il y a trois aspects, donc
trois aspects donc, qu'il faut considérer lorsqu'on parle, lorsqu'on étudie ou bien lorsqu'on veut parler de l'état de droit. Il y a un aspect instrumental, c'est-à-dire on utilise le droit pour faire quelque chose. Donc, dans toutes les, même les dictatures, donc pour pouvoir donc, restreindre des libertés, donc, ils utilisent le droit. Donc, ils adoptent des lois liberticides pour donner une certaine légitimité à leurs actions qui sont contraires, bien évidemment, au respect des droits humains. Ça, c'est l'aspect instrumental. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect formel euh, dont vous venez de parler tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a l'existence il y a un ensemble de normes, il y a le respect du principe de la hiérarchie des normes, il y a un ordre juridique qui se présente sous la forme d'une pyramide, suivant quelle scène, et les normes au sommet de cet ordre juridique, il y a la Constitution, à laquelle tous les autres normes inférieures sont tenues de respecter. Donc, c'est ce qu'on appelle la question de la hiérarchie des normes. Et pour assurer le respect de la Constitution donc, dans l'ordre juridique, donc, il faut bien évidemment l'existence d'un pouvoir judiciaire capable de garantir la primauté de la Constitution. Bon. Maintenant, mais encore faut-il que ce pouvoir judiciaire soit indépendant et impartial. Est-ce qu'ici en Haïti, donc, il y a une justice indépendante et impartiale? Je n'en suis pas sûr. Et ça, c'est la question de l'aspect formel de la notion, le concept d'état de droit suivant un éminent intellectuel français du nom de Jacques Chevalier. Il y a l'autre aspect fondamental, c'est l'aspect substantiel. C'est le contenu. C'est le contenu de la notion ou bien du concept d'état de droit. Donc, pour Jacques Chevalier, donc, lorsqu'on parle d'état de droit de façon substantielle, on voit le respect des droits humains, la garantie des droits humains, le respect de la sécurité juridique. Il y a aussi la qualité des lois qui sont adoptées dans le cadre au sein de cet État. Parce que les lois, c'est important, mais encore faut-il que les lois obéissent à certains critères. Le critère de prévisibilité, notamment en matière pénale, le critère le critère de clarté, la loi doit être claire. Donc, ça, c'est autant d'éléments. Il y a aussi, bien évidemment, le pluralisme idéologique. Il y a aussi le respect de la liberté d'expression. Il y a aussi, bien évidemment, l'organisation régulière des élections. Donc, il faut c'est-à-dire, on utilise les élections, bien évidemment, pour élire les autorités politiques, notamment les sénateurs, députés et autres. Donc, la question de la qualité de ces élections. Donc, tout ça, ce sont des éléments, bien évidemment, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de la question de l'état de droit. Ici, en Haïti, est-ce qu'il y a un état de droit? Donc, moi, je ne veux pas donc me prononcer, mais je ne suis pas sûr qu'on soit, bien évidemment, dans un état de droit. Parce qu'un état de droit, c'est quoi? C'est un état, donc, non seulement qui est soumis au droit, mais c'est un état qui est capable de respecter, de protéger et de mettre en œuvre les droits humains. À l'heure actuelle, donc l'État ici a failli à ses obligations internationales en matière de droits humains. Si ça me permet évidemment de venir à la question de Bois-Calais. Donc je suis tout à fait d'accord avec la réponse de Maître Grégoire. Donc le phénomène Bois-Calais, donc c'est une réaction sociale d'une société donc qui est opprimée, une société donc qui dont les droits sont constamment violés par les individus. Or, l'État, en tant que garant en matière de droits humains, l'État qui a pris les engagements sur le plan international avec la ratification de l'ensemble de conventions, est tenu non seulement de respecter les droits humains, c'est-à-dire de s'abstenir de violer les droits humains, mais également l'État est tenu, bien évidemment, de protéger, c'est-à-dire empêcher que d'autres individus, des particuliers, s'adonnent à violer les droits humains. C'est ce qu'on appelle l'horizontalisation, le phénomène de l'horizontalisation des droits humains. Maintenant, si l'État n'arrive pas à le faire, donc non seulement l'État manque à ses obligations et ce manquement à ses obligations, aux obligations de l'État, est susceptible, bien évidemment, d'engager la responsabilité de l'État sur le plan international. Donc, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, le phénomène Bois-Calais, non seulement c'est quelque part, donc c'est une réaction sociale
d'une population donc, aux abois et face à un État indifférent. Donc, qui, bien évidemment, il faut dire également que le phénomène Bois-Calais, c'est une violation des droits de l'homme. Ça viole, ça porte atteinte au droit à la vie d'un ensemble d'individus, donc qui sont accusés, bien évidemment, de commettre des crimes les plus atroces. OK? Donc, mais c'est important, mais le droit de se faire justice n'existe pas. La question de personne, nul ne peut se faire justice. Donc, c'est l'État qui doit bien évidemment même mettre à la disposition de la population un appareil judiciaire capable de faire face à ces exactions, de poursuivre les auteurs de ces exactions, les juger, les condamner, bien évidemment, en, en donnant une réparation à ses victimes. Mais l'État, à l'heure actuelle, donc, est incapable de le faire. Donc, c'est quelque chose qui, bien évidemment, porte atteinte, mais qui illustre les manquements graves de l'État relativement aux obligations internationales qu'il a prises par la ratification des nombreux instruments juridiques auxquels il est parti pour le présent moment. Et bon, je ne sais pas donc si Maître Grégoire, mais il y a une question qui m'intéresse, il y a un volet de cette question qui m'intéresse, c'est la question de violation de droit monde qui est en prison. Je ne sais pas si Maître Dorgil me permet de dire quelques mots là-dessus. Allô? L'impression de parler dans le désert. Allô, vous m'entendez? Oui, Oui, Daniel, on oui. t'entend, mais je sais pas, on n'entend pas d'Orgile. Mais je pense qu'en fait, tu peux y aller parce que c'est un volet de la question. Oui, et la question de la violation au droit monde qui est en prison. Et bon, je croyais donc je croyais donc qu'on allait bien évidemment aborder cette question. La question de la violation des droits des personnes qui sont en détention. Il y a Maître Dorgil qui revient, donc Maître Dorgil. Allô? Ah. Daniel, on t'entend, tu peux y aller? Non, mais il y a Maître Dorgil qui lève la main, donc probablement donc il souhaite intervenir, donc c'est lui